sur Lyon? Ben oui, je reviens souvent sur Lyon, mais en fait là j'étais la semaine dernière en Bretagne, tout à l'heure j'étais en Savoie, je repars sur Lyon et puis je repars en Lorraine ce soir. Toujours en mission de rencontrer des astrologues et puis aussi parfois des gens qui ne sont pas astrologues, qui sont plutôt des médiums, en fait, parce que je m'intéresse aussi à ce phénomène-là. Et puis, donc c'est mon enquête, c'est une sorte d'enquête, à la fois c'est filmé, mais c'est une enquête filmée sur les astrologues, ce qu'ils pensent, où ils en sont, par rapport comment ils parlent de leur activité. Ça me paraît, c'est ça l'essentiel. Ce qu'on appelle en anglais l'accountability. Comment on rend compte de ce qu'on fait, de comment on fait, et comment les gens vous placent, le discours que les astrologues tiennent sur eux-mêmes et sur leur place. C'est ça qui est intéressant, il est parfois pas très élaboré. Donc je suis content de vous revoir une fois de plus. Alors comment va votre site? On parle pas de l'AFDAF, mais comment va votre site L'astrologie et la raison, ou la raison de l'astrologie? En fait c'est l'été donc c'est très calme. C'est-à-dire calme parce que le site il dépend de vous, il dépend des autres? Oui, non, il dépend de moi. Et donc vous êtes un peu en vacances là? Pourquoi est-ce que ce serait plus calme pendant l'été? Vous avez pour différentes raisons personnelles. Ah bon, d'accord. Et puis j'essaye de mettre au point un manuscrit pour essayer de publier quelque chose. Je vous le souhaite, oui, c'est vrai que vous aviez annoncé ça. Voilà. Ça me prend pas mal de temps et donc le publier par papier, publication papier. Publication papier, oui. Absolument. Parce qu'au niveau du internet, vous avez tout ce qu'il faut. Oui, tout à fait. Quoi qu'on pourrait imaginer un livre qui serait téléchargeable, ou des choses comme ça. Aussi, c'est question de temps. Donc pour l'instant, je n'ai pas pu. Donc vous passez beaucoup de temps à ça? Oui. C'est pas évident de reprendre quelques centaines ou quelques milliers de pages de réflexion, d'essayer de prélever là-dedans. Donc c'est le problème que j'ai en ce moment. Peut-être que notre entretien de cet après-midi du mercredi, je sais pas, le 20, je crois que c'est le 28 juillet, peut-être que cet après-midi, ces quelques heures de conversation que nous auront peut-être vous aider à préciser votre pensée pour votre propre livre. Alors quels sont les... Enfin, non, je ne veux pas non plus déflorer, mais de toute façon vous savez très bien que ce qui passe sur Internet ne compromet pas la fortune d'un ouvrage paru sur papier. Oui, complètement. Donc c'est pas parce qu'on aura dit des choses que ça va empêcher votre livre de se vendre. Non, mon discours est toujours le même à ce niveau-là. Je vais essayer de synthétiser un peu déjà ce que j'ai mis sur mon site et essayer de nous poser la question en quoi l'outil astrologique peut-il influer sur les pratiques de l'astrologue. Comme on dit, en quoi les formes de l'outil lui-même, ces formes mathématiques tout simplement, peuvent influer sur la pratique. Moi c'est un sujet qui m'inspire très franchement, et d'ailleurs très franchement c'est un sujet que j'ai abordé depuis fort longtemps, quand je disais par exemple que ça ne sert à rien qu'un astrologue affiche une philosophie nouvelle s'il garde des outils anciens. Parce que, on peut toujours dire qu'on utilise des outils anciens dans un autre esprit, mais je crois aussi qu'il y a un déterminisme des outils. Je peux vous en donner un certain nombre d'exemples. Tout à l'heure, j'étais avec François Diraud, qui disait il y a des astres, il y a du ciel, il y a le cosmos, il faut bien s'en servir. Donc, puisqu'il y a cette diversité dans la réalité cosmique, ça s'impose à nous en tant qu'astrologues. On dit, pas forcément. L'astrologie n'est pas obligée de prendre en compte tout ce qui traîne en astronomie, comme l'astrologue n'est pas obligé de prendre en compte tout ce qui traîne dans la tradition astrologique. Mais après, on croit qu'on est obligé de tout prendre, de tout utiliser d'une manière ou d'une autre, c'est déjà un déterminisme qui va obliger l'astrologue à aller dans l'extrême précision, dans l'extrême diversité. Oui, et à être victime de la complexité de la chose. Eh oui. Alors, si tu as multiplié les paramètres, on en a déjà parlé, mais à multiplier les paramètres, puisque toute synthèse devient impossible, l'astrologue se doit donc de prélever ici et là ce dont il a besoin. Il se condamne à cette situation. Absolument. Donc en fait, il se condamne à une certaine subjectivité qui va à l'encontre quasiment de ce qu'il ressent vis-à-vis de son système, qui lui semble assez objectif. Donc de toute façon, oui, c'est une démarche
pour moi, est perdu d'avance. Et vous parlez du cosmos. Le problème, c'est que l'astrologie ne traite pas du cosmos. Je dirais, elle n'en a pas les moyens. Elle reste à peine au niveau du système solaire. Oui, mais d'ailleurs, il le Ça va reconnaît, être ce là, monsieur de ce matin, il le dit, oui, bien sûr. Il faudrait étudier ceci, il faudrait étudier cela, on ne sait pas exactement. Mais enfin, le principe, quand même, est celui-là. Le principe, c'est déjà, a fortiori, évidemment, mais déjà, avec ce qu'il étudie. Mais c'est vrai que si vous poussez à l'absurde, c'est un peu assez rare. C'est-à-dire que si on extrapole, alors ça sera encore beaucoup plus que ce qu'on a maintenant. Oui. Donc, c'est une voie sans issue. Oui, c'est l'état d'esprit que je développais en 2007, je crois. C'est là qu'on Dans s'est mon rencontrés. dossier, c'était en 2006. Oui. C'était à peu près ça. Et sur le propos du déclassement de Pluton. On avait publié un dossier sur le site du RAMS, un long dossier sur le déclassement de Pluton, et que j'ai remis sur mon site. Et en gros, mon discours était simple. Mon discours était la question n'est pas de savoir s'il faut déclasser Pluton, mais s'il faut intégrer les nouveaux corps de la ceinture de Kuiper. Puisqu'en fait, Pluton devient un corps parmi d'autres qui sont de même famille, à peu près de même c'est-à-dire dimension, qu'on ne peut pas prendre etc. Pluton uniquement. Bon, Soit on ne le prend pas, soit on prend tout. En tout cas, c'est d'après le bon sens, en tout cas, c'est Vous les avez mis devant un dilemme là, Voilà. carrément. Oui. Et donc, je n'ai eu aucun retour. Il n'y a pas eu un seul retour sur ce dossier. Donc, c'est un dossier qui existe. Mais le thème natal, le thème natal, c'est à mon avis, c'est l'incarnation astrologique de cette problématique-là. C'est-à-dire qu'effectivement, puisque il faut tenir compte de l'ensemble du ciel, et que le thème natal, quelque part, sur un plan spatial, récupère la totalité des données, et peut intégrer d'ailleurs n'importe quelle donnée. Puisque rien n'empêche quelqu'un de prendre Iris ou Chiron et de le mettre dans le thème, et puis il va s'intégrer, il va y avoir des positions, des aspects. On peut, ça c'est. Au niveau de la spatialité, on peut ajouter un nombre infini d'éléments. Le thème natal est une espèce de trou noir qui peut aspirer tout ce qu'on veut. Bon, donc le thème natal est déjà en lui-même un problème. Vous n'allez peut-être pas jusque-là. Non, parce que pour moi, le thème natal, c'est une carte astrologique. Que vous en serviez comme un thème natal ou autre chose, c'est un peu pareil. Non, mais le thème natal est l'expression de cette complexité dont vous parlez tout à l'heure. Oui, l'une des expressions, oui. C'est une des expressions. Parce que votre question de départ, c'était dans quelle mesure les outils de l'astrologue déterminent-ils une certaine pratique. Bien sûr. Alors, le thème natal est un outil de l'astrologue. Oui, exactement. Et si on se débarrasse du thème natal, on débouche sur une autre pratique. C'est d'ailleurs moi-même, c'est un peu ce que j'ai fait. Moi, je fais une sorte de géométrie non euclidienne, c'est-à-dire je fais une astrologie non thématique. J'essaie de voir si on peut faire fonctionner, même au niveau de l'astrologie individuelle et professionnelle, si on peut faire fonctionner une astrologie qui ne passe pas par le thème natal. Une astrologie du temps, une astrologie du cycle, et non pas une astrologie de l'espace. Qui est plus proche de l'astrologie mondiale que de l'astrologie de l'essence. C'est le retour en force de l'astrologie mondiale qui revendique non seulement le mondial, mais qui revendique de pouvoir parler de l'individuel, du collectif, du psychologique, par un processus que j'appellerais fractal. C'est-à-dire ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui au niveau collectif est de la même nature que ce qui est au niveau de l'individu. Parce qu'en réalité, l'individu n'est jamais seul. Même en couple, dès qu'il y a une relation, l'individu tout seul, éventuellement, ça poserait problème. Mais dès que j'en suis engagé dans une relation avec quelqu'un, je suis dans la même situation que des entités beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que la question de savoir comment ça va fonctionner, moi et cette personne, et comment ça va évoluer. Donc que je sois 2 personnes ou des millions de personnes, pour moi c'est la même chose. Comment vous définissez le terme fractal? Puisque la reproduction fractale est à l'infini, c'est pas seulement sur 2 niveaux, sur 3 niveaux. C'est-à-dire que, bon, moi, comme vous dites, comment je le perçois, je perçois qu'un même module, par exemple un même concept comme par exemple la conjonction, si vous voulez, par exemple, le fait que des forces, on essaie de rapprocher des forces entre elles, des forces différentes entre elles, et de les mettre dans une sorte d'unité, mais qui est toujours une unité très fragile. Ce processus-là, il est vécu à des échelles extrêmement différentes. Au niveau d'un homme politique, au niveau de la Belgique, au niveau du couple de monsieur et de madame, au niveau d'une entreprise, à tous les niveaux, les contrats
donc c'est ça, ce que j'appelle fractal, c'est que ça peut se décliner à tous les niveaux, du plus petit au plus grand. Oui, mais de façon localisée quand même. Non, de façon non localisée. C'est-à-dire ce qui arrive à la Belgique qui n'arrive pas à la Suisse, par exemple. Si. C'est ça l'idée. Oui, mais pas dans les mêmes proportions alors. Ben voilà, alors là effectivement, il va falloir rechercher le rôle, à partir du moment où on est dans une démarche fractale, il est évident qu'il faut rechercher la présence de ce facteur dans les domaines les plus divers, dans les situations les plus diverses, et parfois c'est plus évident, parfois c'est moins évident. Mais je suis sûr qu'il n'y a aucun pays qui échappe à cela. Il y a des pays qui sont, soit qui ont déjà été extrêmement atteints par des phénomènes antérieurs, donc ils ont déjà perdu tout ce qui était un petit peu de l'ordre du rapprochement a déjà été évacué. On peut imaginer qu'une société qui s'est complètement repliée sur elle-même et qui a évacué tout ce qui pouvait être étranger, tout ce qui pouvait faire problème, est protégée contre ce que j'appelle les phénomènes de fractalité disjonctive ou de fractalité conjonctive. Par contre, elle n'est pas protégée, elle n'est pas protégée pour autant du voisin. Si le voisin a envie de l'envahir ou de la conquérir, il peut le faire. Donc on est dans un monde d'interrelation qui fait qu'on ne peut pas être isolé et que la fractalité, si elle se manifeste dans un pays, peut contaminer d'autres pays. Si elle se manifeste en haut de l'échelle sociale, elle peut se contaminer le bas de l'échelle sociale, etc. etc. C'est-à-dire que la révolution de l'astrologie fractale que je propose, c'est que à partir d'un facteur minimal, le même facteur peut se décliner de 1000 façons, d'un nombre infini de façons. Et mis à part la dénomination, qu'est-ce qui change? C'est qu'à part la dénomination, ce sont les modules eux-mêmes qui ne sont plus le thème natal, puisque le thème natal, c'est le contraire de la fractalité, paradoxalement. Le thème natal, c'est de dire qu'il faut des modèles différents, des modules différents pour chaque situation, pour chaque pays, etc. Pour moi, je dis c'est le seul et même modèle. Au même moment, il y a un certain facteur qui se reproduit à tous les niveaux. C'est une espèce de reproduction comme ça, absolument folle. À tous les niveaux, ça va se répandre. Avec la même équation, avec la même structure. Comme je vous rappelle, par exemple, je travaille sur la conjonction de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, et inversement la disjonction à mi-chemin. Bon, pour moi, ce sont deux grands moments de fractalité qui d'ailleurs s'enchaînent l'un dans l'autre. Ce n'est pas des moments en réalité, c'est des commencements. Là aussi, il y a un autre débat qui se pose, n'est-ce pas? Est-ce que la configuration détermine le moment où l'événement se produit, ou est-ce qu'elle indique le début d'un processus? Bon, pour moi, je suis tout à fait contre l'idée d'une configuration qui ne vaut que pendant le temps que la configuration existe. Moi, je détermine des orbes considérables. Donc la notion d'orbe est complètement à revoir. Moi, je parle d'une très grande orbe, là où d'autres astrologues... Parce que l'orbe, moi, je ne sais pas une question d'orbe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas de... On passe d'une phase à l'autre. On ne passe pas d'une phase, d'un point, et puis après, il n'y a rien, et puis après, il y a quelque chose. Or, c'est ce qui se passe avec l'astrologie, il y a une sorte de moment, encore ce matin j'en parlais, alors il y a la conjonction, puis après on va attendre le semi-carré ou le carré, et puis après on va attendre le rien. Et puis entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir d'autres cycles. Donc c'est ça, parce que c'est pour ça que quand on travaille sur l'astrologie pluricyclique, le problème ne se pose pas. Tantôt c'est un cycle, tantôt c'est une configuration avec un certain cycle, tantôt une configuration avec un autre cycle. Bon, c'est comme ça que ça se gère. Alors, moi je ne travaille pas comme ça, parce que moi j'utilise qu'un seul cycle, donc je suis obligé de l'étendre beaucoup plus. Et si quelqu'un qui travaille, et ça aussi c'est un peu un des paradoxes, si vous avez un très grand nombre de facteurs, vous êtes obligé de limiter le rôle de chacun de ces facteurs. Oui. Si vous voulez leur donner à chacun... Comment vous établissez les orbes? Comment vous déterminez la valeur d'un orbe? C'est extrêmement simple. C'est un petit peu comme, si vous voulez, prenons le cas du cycle saisonnier, il y a les deux solstices. Bon. Alors, au lieu de considérer les deux solstices, et pour moi, je vais rentrer dans une dialectique sur base plutonienne et proserpinienne, c'est-à-dire que, vous savez que dans le débat entre Cérès et Pluton, ils avaient découpé l'année en deux espaces de 6 mois. 6 mois, il y a les mauvaises saisons qui sont l'automne et l'hiver, et les bonnes saisons, regardez le jour et la nuit, c'est bien une division en deux. Et bien moi donc, prenons le cas du jour et la nuit. Donc pour moi il y a le jour et la nuit, le minuit et le midi, et puis au moment à l'aube constitue la frontière, en quelque sorte. Donc
on n'a plus que deux possibilités. On est soit dans une phase diurne, soit dans une phase nocturne. D'accord, c'est conventionnel quand même. C'est le problème. Non, ce n'est pas conventionnel, ça obéit à une. C'est pas une question. J'emploie le mot ordre, mais en réalité, c'est même pas des ordres. On va pas dire que bon, c'est pas des ordres, c'est simplement qu'il y a deux phases qui s'enchaînent l'une dans l'autre en permanence. Il y a la phase, regardez par exemple dans le cas du jour, il y a le lever du jour, le midi, le coucher du jour. Donc ça c'est la phase qui est en direct solaire, en quelque sorte. Et puis après, il y a la moitié du temps qui est l'absence de soleil. Oui. Bon, l'absence de soleil qui correspond à une disjonction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va manquer. Il y a une force qui va manquer. Donc, moi je travaille donc sur ce processus binaire, c'est-à-dire tantôt il y a une force qui aimante et qui tient les choses en main, et tantôt cette force décline, disparaît, et les choses se dispersent, se défont. Oui. Ou dans un binaire très simple. Oui, oui. Je sais bien, ça c'est un peu conventionnel. Mais quel rapport, quelle influence, comment déterminer qu'il y a quelque chose, ça. Eh ben, je vous répète, je vous reprends l'exemple. En phase de conjonction, il y a une sorte de tropisme qui consiste à essayer de rapprocher des choses qui sont plus ou moins dissemblables et de les faire tenir ensemble. Par exemple le cas de l'Union européenne, pour le cas de couple, par exemple un couple où les deux personnes viennent de communautés extrêmement différentes, d'ethnies extrêmement différentes. Donc ça va d'une extrême à l'autre de l'échelle sociale et de l'échelle. Et puis ces tentatives de rapprochement vont passer par une crise au bout d'ailleurs de 3 ans et demi, qui entre parenthèses a été étudiée par les psychosociologues comme étant la durée moyenne d'un couple. Et donc ça correspond justement avec la durée que j'utilise moi. Et à partir du moment où on est passé dans la phase de disjonction, ben forcément le beau travail qui a été fait de rassemblement, et ben ce travail il se défait. C'est un peu comme la tapisserie de Pénélope, elle fait les choses et puis elle les défait. D'ailleurs spontanément ce matin je parlais avec ce monsieur là, il a employé spontanément et intuitivement l'expression les choses se défont. Il y a des moments où les choses se défont, donc ça veut dire qu'à un autre moment elles se font. Alors là aussi on est dans la fractalité, c'est-à-dire qu'au nom d'une dialectique de ce qui se joint et de ce qui disjoint, je prétends qu'on peut étudier la totalité d'une certaine réalité dans toute sa complexité de l'astrologie. Mais alors évidemment, je refuse toute idée qu'il y ait des modèles différents d'une personne à l'autre, qu'il y ait des sollicitations différentes d'une personne à l'autre. Par contre, il est évident que si je veux appliquer un cas particulier, je vais faire l'inventaire de toutes les situations dans lesquelles la personne se trouve et comment ces situations peuvent être affectées par soit la phase conjonctionnelle qui va, à ce moment-là, je vais annoncer qu'il va y avoir des rajouts, des rassemblements ou des rapprochements qui vont être proposés, soit dans la phase disjonctionnelle, je vais le mettre en garde contre des choses qui pourraient ne pas tenir bon très longtemps. Oui, j'ai bien compris la structure. Alors, continuons, je ne sais pas, en tout cas, pour poser le problème au niveau épistémologique, je dirais que l'astrologie ne peut pas être prise au singulier parce qu'il n'y a pas une seule et même épistémologie pour rendre compte de toutes les formes d'astrologie. Donc une épistémologie qui vaudrait aussi bien pour l'étude du thème natal que pour l'astrologie cyclique, c'est une chimère. On ne va pas faire une sorte d'épistémologie exprès pour qu'elle rende compte de cette complexité de l'astrologie. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout de sauver l'astrologie dans sa totalité et de faire une épistémologie qui va essayer de rendre compte du processus astrologique de A jusqu'à Z. Je pense qu'il faut couper les ponts. Épistémologiquement, il faut couper les ponts à un certain niveau en disant, voilà, là, il y a la partie de l'astrologie qui est défendable épistémologiquement, et puis là, il y a une partie de l'astrologie qui ne l'est pas. Bon, alors, je sais qu'à l'AFDAF, on a posé cette question. À mon avis, on n'a pas répondu correctement à la question, mais la question a été correctement posée. C'est-à-dire que la ligne de clivage, la ligne de partage ne passe certainement pas par la notion de prévision ou pas prévision. Elle passe par d'autres problèmes. Non, bien sûr. Mais elle doit la notion de prévision a été abordée un petit peu en elle-même avec ces choses qui sont plus ou moins acceptables, on va dire. Et il y avait
n'y a pas vraiment de désir de fonder une épistémologie de l'astrologie ou quelque chose comme ça. C'est vrai que les prétentions n'étaient quand même pas si grandes, on va dire. Non, mais je dis pas À la qu'elles rigueur, étaient, mais... d'entamer un débat, mais pas si loin, on va dire. Non, mais ça a été tout à fait légitime de poser, de dire qu'à un moment donné, il faut faire passer une ligne. Je pense qu'on ne l'a pas tracé exactement comme je l'aurais souhaité, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai d'autres problèmes à vous soumettre, mais sur ce point précis, dès qu'on aborde, je dirais, une épistémologie de l'individu dans un temps qui lui est propre, avec des problématiques qui lui sont propres, je crois qu'on est complètement en dehors du champ scientifique. Il n'y a de science, je répète cette phrase de Pascal, il n'y a de science que du général. C'est-à-dire qu'il n'y a de science que dans le fractal. Il y a de science que du général. C'est-à-dire quand on peut montrer que le même phénomène se reproduit, se manifeste en dépit de tout un ensemble de situations les plus diverses, par exemple montrer que les problèmes qui se posent dans un pays se posent aussi avec des dimensions différentes au même moment dans un nombre presque illimité de pays, ça me paraît intéressant, plutôt que d'imaginer, comme le ferais, sans citer de nom, qu'on va étudier par le thème de ce pays et puis les thèmes de ce pays. Voilà, donc ça, la localisation des événements, ça me paraît déjà inacceptable en fait, quelque part. Ça me paraît... Il n'est pas question que l'astrologie se mette à légitimer les cloisonnements que nous avons. Par contre, il est évident que pour l'application de l'astrologie, il faut en tenir compte. Évidemment, je vais étudier, si on me pose des questions sur tel pays, je vais étudier ce pays, c'est évident. Mais en sachant que ce que je vais étudier, si j'étudie ce pays, je ne vais pas l'étudier avec des moyens astrologiques différents de ceux que j'étudie pour un autre pays. Ce sont les mêmes moyens, mais appliqués à des situations, à une histoire différente. Quelque part, la fractalité disjonctive, elle est fondée sur l'histoire. Ce sont des enjeux antérieurs, des constructions antérieures qui peuvent être remises en question. Donc c'est tout ce qui a pu être effectué, par exemple si on prend le cas de la Belgique, la Belgique a été constituée en 1830, il est évident que ça peut être la remise en question de choses qui peuvent être extrêmement anciennes. Donc à ce moment-là, je vais étudier. Oui. Mais après, mais ce qui est quand même intéressant, c'est la démarche comparative. Est-ce qu'il n'y a pas en tout temps et en tout moment des phases conjonctives et disjonctives qui se cumulent et qui se mélangent Eh bien, justement, non. Il y en a en tout temps. Que si, non, mais attendez, étant donné que ce processus se revient tous les 3 ans et demi, tous les 7 ans, vous pourriez. Le risque est grand de mettre dans le même sac des périodes. Si vous prenez des périodes trop longues, il est évident que vous allez le dire en tout temps. Donc il faut être extrêmement précis au niveau de la durée des périodes. Parce que par exemple, quelqu'un qui me dit, moi je travaille sur des périodes de 20 ans ou 30 ans, dans ce cas-là, il est évident que ce que je dis n'a aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt que si l'on respecte le timing que je propose. Parce qu'il est évident que les problèmes dont je parle maintenant, puisque nous sommes en phase de disjonction, ils se sont déjà posés il y a 7 ans. Donc quand vous dites de tout temps, évidemment, de tout temps. En effet, de tout temps, ça s'est posé. Le problème s'est posé, mais il ne s'est pas posé pour autant en permanence. Il s'est posé à de très nombreuses échéances dans le passé, mais pas de tout temps. C'était un problème de sémantique. Quand vous dites de tout temps, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Si vous dites de tout temps, il y a eu des guerres. Ce que je veux dire, il y a bien sûr qu'il y a eu des guerres, mais il n'y a pas eu des guerres en permanence. Ce que je veux dire, c'est quasiment chaque mois ou chaque année, on a ce genre de processus en cours. Qui se déclenche. Le pari de l'astrologie, c'est justement de montrer que ça n'est pas le cas. Si vous êtes trop dans une phénoménologie qui consiste à dire justement l'astrologie nous amène à regarder autrement ce que vous êtes en train de nous dire. Et de s'apercevoir qu'il y a des cyclicités dans ce domaine-là que l'on ne perçoit pas, qu'on n'a peut-être pas perçues, mais qui existent, et que peut-être avec une certaine imprécision, on a l'impression que c'est tout le temps la même chose. C'est le grand enjeu. Non, ça c'est une apparence que vous dites. Cette apparence que les choses sont constamment en train de se faire et de se défaire, au même moment ça se fait, au même moment ça se défait, c'est une apparence. Si on analyse de manière plus pointue, on s'apercevra que quand les choses se défont, par exemple, quand les choses se défont, il peut y avoir, par exemple, par exemple, si on prend le cas, par exemple, il est évident que le mot n'est pas tout à fait exact, puisque quand, par exemple, il y a une sécession dans un pays, le pays en question, la partie qui se sépare peut rejoindre une autre partie à laquelle elle appartient.
Donc à ce moment-là, vous allez me dire, donc il faut faire attention effectivement de distinguer le cas de figure. L'idée, c'est le rapprochement soit avec ce qui est proche, soit avec ce qui est différent. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut dire. À ce moment-là, c'est pas tout. Donc on va être plus précis. Par exemple, dans le cas de l'Anschluss hitlérien, c'est le rapprochement des Sudètes et de l'Autriche avec l'Allemagne. Donc c'est une logique interne. C'est une logique de récupération au sein d'un pan-germanisme. Bon. Si l'Allemagne envahit la France, c'est une autre logique. Il n'y a pas en dehors de l'Alsace. Bon. Je veux dire, il y a une logique qui consiste à dire je veux que tous ceux qui se ressemblent soient ensemble. Et il y a une logique qui consiste à dire je veux mettre ensemble ce qui ne se ressemble pas. C'est une logique impériale. C'est-à-dire je veux dominer un ensemble où les différences diverses seront dépassées, seront refoulées, etc. Donc dans un cas, il y a le retour des énergies profondes, et puis l'autre cas, il y a au contraire la volonté de construire quelque chose par-dessus qui refoule ces énergies au nom d'une unité de surface. Cette unité de surface justement qui va être favorisée dans les phases conjonctionnelles et qui va être compromise dans les phases disjonctionnelles. Donc vous délimitez des périodes et à l'intérieur de ces périodes, vous cherchez en fait des événements et à voir un peu comment... Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que le passage d'une période à l'autre période n'obéit pas à une logique interne. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un changement de période, ça ne veut pas dire que la période ancienne a fait son temps. Ça veut dire simplement que ce n'est plus son temps. Elle n'est pas forcément arrivée à l'extrémité de ce qu'elle pouvait faire. C'est comme quand un mandat, quand quelqu'un par exemple est élu pour un certain temps, bon, au bout d'un certain temps on lui demande d'arrêter, il aurait pu continuer. Donc le temps est une espèce de comment dirais-je, il y a une espèce de couperet du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, quand par exemple le jour tombe, on peut être en pleine activité X ou Y, le jour tombe. C'est-à-dire que ça ne correspond pas forcément à les mécanismes d'alternance ne correspondent pas forcément à ce que les gens sont en train de faire ou pas. À un moment donné, ce qu'on croyait pouvoir, à un moment donné, ça n'est plus possible. C'est pas que ça n'est plus le temps de faire ça. Maintenant, c'est une autre logique qui vient remplacer la logique précédente. Alors évidemment, avec des passages, comme dans les équinoxes, des passages comme cela de transition, mais finalement avec deux logiques complètement différentes qui sont en symbiose en quelque sorte. C'est-à-dire que tantôt, il y a un temps, pour parler comme dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour faire ceci, puis un temps pour faire cela. C'est pas que ceci pourrait prendre plus de temps, simplement c'est le temps qu'on lui donne. Alors effectivement, je propose que cette astrologie-là soit considérée comme une astrologie, je dirais, fondamentale. C'est-à-dire qu'à partir de cette astrologie-là peut se greffer des formes d'astrologie divinatoire, des pratiques de thème astral, etc. C'est-à-dire que moi je dis que c'est le socle qui manque, c'est le socle. Moi je propose le socle. Il faut documenter tout ça déjà. Parce que bon, là vous avez un système, moi je sais un peu comment vous l'avez petit à petit formé, vos interrogations sur les origines de l'astrologie, etc. Mais mis à part que c'est un nouveau modèle, que vous le réfléchissez, que vous le pensez, qu'il y a des conséquences internes, effectivement, comment vous l'imposez? Enfin, quand je dis imposer, comment vous l'appliquez? Alors déjà, vous faites bien de dire cela. Vous n'avez pas suivi l'émission de sur le forum RTL? Si, bien sûr. Bon, vous ne m'en parlez pas, donc je peux dire. Je crois qu'il est extrêmement facile dans ce genre d'émission, dans les médias, de faire passer de nouvelles idées sur l'astrologie. Ça, j'en suis absolument persuadé. Ouais, par le biais de cette émission, quand même, je ne l'avais jamais écouté, mais quand vous avez 30 secondes pour répondre à une question, je ne vois pas comment vous pouvez être à la fois pédagogue, clair. Oui, je sais bien, mais j'ai quand même eu le sentiment embryonnaire que, écoutez, regardez comment les gens évoluent par rapport à tant de domaines, comment les gens adoptent de nouveaux objets, de nouvelles pratiques, etc. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que le schéma astrologique qui est répandu au niveau du public ne puisse pas être modifié. Ah oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est tout à fait possible. Non, mais je veux dire, on peut tout à fait faire une campagne à ce sujet et modifier. Mais on vit dans un monde où les gens sont prêts à modifier beaucoup de choses, à changer beaucoup de choses.
Donc ça, je crois que on peut se faire un pari. D'ici 5 ans, on peut même penser que les médias, par exemple, moi je m'exagère peut-être un peu, mais je pense qu'on peut tout à fait modifier l'image de l'astrologie, casser les anciennes images, en tout cas au niveau de l'astrologie populaire et de l'astrologie générale. Parce que, comme vous avez compris, l'astrologie que propose n'a pas besoin des astrologues. Il s'agit de proposer un modèle, sur le même modèle que celui d'Albin Mazar, qu'il a élaboré au Xe siècle et qui a duré en gros jusqu'au XVIIe siècle, même un peu plus tard. C'est-à-dire un modèle que tout le monde connaît, que tout le monde comprend, pas forcément les astrologues, dont les dates, dont les calendriers sont parfaitement connaissables, qu'on peut mettre partout. Beaucoup plus facile à faire connaître, par exemple, que l'histoire de l'ascendant dans les années 50. Vous n'utilisez que Saturne en fait. Oui. Donc vous imaginez bien qu'un calendrier avec les positions de Saturne tous les 7 ans, ça peut tout à fait se répandre et se faire connaître, etc. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout à fait utiliser mon modèle pour commenter l'actualité. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut très bien. Le modèle, on dit voilà. C'est contenu dans le. Je regarde dans mon système, je dis voilà, cette semaine, voilà des éléments qui viennent nous vérifier le modèle en question. Cette semaine? Chaque semaine, si je fais par exemple, si je tiens une rubrique hebdomadaire, je pourrais dire cette semaine-là, voilà ce qui est touché par le système de choix. Oui, on peut même le faire quotidien. Comment? Comme avec tous les systèmes astrologiques. Oui, en général. Mais celui-là peut tout à fait, vous parlez de la question, peut être transmis et s'imposer. Oui, tout à fait, mais encore faut-il qu'il soit, je dirais, admis par les autres. Par les autres quoi? Les autres astrologues. Ah, pas forcément. Sinon, comme vous dites, c'est même que de l'astrologie. Donc, on peut ne pas parler. De toute façon, moi, ça m'est tout à fait légal. D'ailleurs, je viens de développer un nouveau concept, un nouveau terme que je vous donne comme scoop. Moi, je vais parler de numérologie cosmique. Oula. Oui. Bon, donc, le problème ne se pose pas non plus. Je veux dire, si c'est à la limite, il ne peut même pas y avoir de débat avec les astrologues de cette manière. Donc, c'est pas la question. Moi, je n'ai pas du tout l'intention. De toute façon, pour moi, l'astrologie, ça existe. Pour moi, il y a une relation de complémentarité entre la numérologie cosmique et l'astrologie. Donc, elles n'ont pas à il n'y en a pas une qui a à se substituer à l'autre. Elles ne se situent pas au même plan. Elles ne se situent pas sur le même plan. Une fois qu'on a... c'est le grand problème des connaissances préalables sur lequel, si on prend le cas du thème astral, le thème astral ne fait sens que s'il se branche, qu'il se constitue sur un socle qui n'est pas lui-même. C'est-à-dire qu'il est là pour introduire une différenciation, mais cette différenciation, elle ne fait sens que si on sait de quoi on veut se différencier. C'est un peu comme le sculpteur, il ne peut sculpter que par rapport à un bloc qui existe. Bon. Donc c'est vraiment si vous prenez un groupe de 10 000 personnes qui, au niveau de la numérologie cosmique fractale, ont un profil identique, on peut effectivement, à partir de là, dresser le thème natal de chacune de ces personnes pour entrer plus dans la spécificité de cette personne. Mais si on fait le thème sans se référer à cette numérologie cosmique, ça c'est un scandale. C'est-à-dire que la question, c'est simplement une question de préséance et de préalable. Il faut passer d'abord par la numérologie cosmique pour ensuite accéder à l'astrologie du thème natal. Donc, et pourquoi numérologie cosmique alors? Parce qu'il y a 8 phases. La numérologie cosmique, j'emploie cette expression pour différentes raisons, mais qui sont à mon avis intéressantes aussi bien sur le plan historique que sur le plan épistémologique. D'abord, premièrement, je pense que l'astrologie est née bien avant la numérologie cosmique. L'astrologie, c'est une astromancie, c'est une volonté de regarder le ciel dans sa complexité, dans sa diversité, dans sa spatialité, et d'en tirer un enseignement, d'y lire des signes. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on peut parler historiquement au XXe siècle d'une résurgence de l'astromancie, à partir d'une néo-astromancie qui tient compte des nouvelles planètes au-delà de Saturne. Donc c'est une sorte de logique astromantique intégrant des éléments du ciel qu'on ne connaissait pas autrefois. Donc ils ont parfaitement le droit de le penser. Et ils ont un outil d'ailleurs qui est le thème natal, qui est parfaitement capable d'intégrer en son sein, en dehors de toute question prévisionnelle, d'intégrer en son sein ces éléments nouveaux. Donc il y a pour moi, donc maintenant je
je distingue au sein même de ce qu'on appelle l'histoire de l'astrologie, une histoire de l'astromancie et une histoire de la numérologie cosmique. Par exemple, ce qu'a fait Abu Machar, par exemple, Abu Mazar, à mon avis, ça relève plus de la numérologie cosmique que de l'astromancie. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Eh ben, il a élaboré un système de conjonction Jupiter-Saturne qui se refait tous les 20 ans, c'est un fait, et qui, tous les 200 ans, change d'éléments. Et donc, on arrive à définir. C'est pas du tout, je sais pas, déjà, au niveau historique, je dis que, bon, même par exemple, ce que fait quelque part, bon, dans le cas de André Barbeau, c'est un peu plus compliqué, mais d'une certaine manière, il y a des éléments d'astrologie mondiale qui appartiennent plus au domaine de la numérologie cosmique que de l'astromancie. Pourquoi numérologie cosmique? Attendez, j'y viens. Mais, non, parce que vous avez des références à la numérologie cosmique pour nous expliquer, mais oui, mais comment ça oui, la numérologie cosmique, ça consiste à rechercher au niveau céleste des nombres. Ce qui est d'ailleurs, d'une certaine manière, quelque part, l'histoire de la science grecque. Pythagoricien, enfin, c'est-à-dire qu'on cherche des structures géométriques dans le monde, dans la nature. Donc, la numérologie, alors il y a une numérologie appliquée à la physique du monde, c'est un peu dans ce sens-là que je me situe. On ne retient du monde que ce qui correspond à des structures mathématiques ou géométriques. Ce qui ne correspond pas, on le néglige, on le laisse de côté. Donc, la numérologie cosmique consiste à dire, au lieu de proposer, par exemple, je vous donne un exemple. Imaginons que, par exemple, nous avons les Américains qui élisent le système, par exemple, de tous les 4 ans, c'est la numérologie. C'est une cyclicité numérologique. On élise tous les 4 ans un président de la République, c'est une cyclicité numérologique. Maintenant, s'ils connectaient ce renouvellement de tous les 4 ans à une configuration céleste, on tomberait dans la numérologie cosmique. De même que par exemple, le fait de dire... Avec n'importe quel chiffre, on peut faire ça, en fait. Oui, quasiment. Absolument. Donc, la question, c'est de savoir quels sont les chiffres qu'on veut mettre en avant. Oui, mais c'est pas pour cette raison qu'il y a une raison de le faire. On peut le faire. Mais pourquoi est-ce que... Mais il n'y a pas non plus de raison de fixer les renouvellements de la présidence de la République tous les 5 ans ou tous les 4 ans. On est dans l'arbitraire. Bon, à partir du moment où cet arbitraire est greffé sur des données astronomiques, il prend une autre dimension épistémologique, parce qu'à ce moment-là, au niveau, il y a une matérialisation, il y a une concrétisation de la numérologie, et les effets à long terme de cette concrétisation sont énormes. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est plus dans le domaine d'une vision abstraite et mentale du nombre, on est dans une vision physique du nombre, et ça va complètement changer la perpétuation du système. Je ne sais pas si je peux préciser. C'est pas encore physique en tout cas. Enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par physique, mais... Par exemple, prenons le cas du soleil. Prenons le cas, moi je procède par touches successives. Prenons le cas par exemple du soleil, de l'axe, des calendriers qui étaient fondés sur la conjonction Soleil-Lune. Ils sont beaucoup plus matériellement concrets que notre calendrier actuel. Les changements de mois dans le calendrier actuel sont complètement virtuels, sont complètement abstraits, complètement fictifs. Bon, alors, le passage de ce type de calendrier, et inversement d'ailleurs, parce que ça peut être bien une régression, le fait entre un calendrier comme le calendrier juif ou musulman, où le début du mois est lié à la nouvelle lune, et un calendrier comme le calendrier chrétien, où le début du mois ne correspond à rien, il y a une différence. On peut se poser la question de savoir quels sont les effets de cette différence. Je suis prêt à en parler, mais il y a une différence fondamentale épistémologiquement. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où dans un cas, on est dans une transmission purement orale, c'est-à-dire que voilà, on vous apprend que c'est comme ça. Dans d'autres cas, on est dans une transmission qui peut être d'un autre niveau que l'oralité. C'est le problème de l'astrologie, c'est-à-dire est-ce que nous naissons avec un déterminisme interne et une horloge interne? La notion d'horloge ne peut exister que si on est dans une numérologie cosmique. Oui, mais je comprends la matérialité, si vous voulez, de la différence, mais par ça, je vois pas.
qu'on commence avec la Lune ou qu'on commence arbitrairement, oui, matériellement, de façon perceptive, on voit quelque chose, mais... Non, mais la différence, je vous ai dit, c'est un problème de transmission génétique. C'est ce qu'on pourrait appeler le problème des horloges cosmiques. Vous connaissez un peu les horloges. Les horloges cosmiques, ça ne s'apprend pas à l'école, les horloges cosmiques. C'est des horloges biologiques. Les horloges biologiques, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc c'est quelque chose que nous portons en nous. Donc nous ne naissons pas avec dans la tête l'idée que tous les 4 ans, selon un système qui n'a aucune cohérence, aucune consistance, il va y avoir des élections. Par contre, nous pouvons naître dans l'idée que tous les 7 ans ou tous les 3 ans et demi, parce qu'il y a certaines configurations qui se produisent, il va y avoir un changement. Parce que c'est dans un cas, il y a le corps humain, bon, c'est une question que je peux, en fait, vous pouvez parfaitement discuter. Pour l'instant, il y a Saturne, mais sinon, je ne vois pas. Je vois toujours pas. Il y a Saturne et il y a les étoiles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment où il y a 2 facteurs qui se rejoignent, et qu'on peut voir se rejoindre. Oui, mais il y a Saturne, mais pourquoi Saturne? Mais peu importe, peu importe. Mais attendez, pour l'instant, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de pourquoi. Le pourquoi n'a aucune importance dans cette discussion. Vous faites la question de savoir, vous faites des choix, vous ancrez vos choix, quels qu'ils soient, sur un certain substrat, ce choix va perdurer. Si vous le faites, si ce même choix, vous ne le faites pas de cette façon-là, ce choix ne va pas perdurer, c'est tout. La question n'est pas de savoir si ce choix est bon ou pas bon. La question est de savoir si ce choix va être durable ou pas, s'il va se maintenir ou pas. Bon, voilà, donc c'est la seule question qui se pose. Si c'est un choix, il n'est pas naturel. Mais personne n'a dit qu'il était naturel, mais il va s'ancrer sur des éléments naturels. Et à partir du moment où nous, ou moi, je me conditionne, et pendant des millénaires, on se conditionne à accorder de l'importance à ces configurations, eh bien, quelque part, elles font partie, quelque part, de notre nature. En tout cas, beaucoup plus aisément que si ce sont des choix purement mentaux. On en revient à nos vieux débats, en fait. Je sais pas, on a probablement parlé de ça, mais oui, peut-être que vous avez évolué, je ne sais pas. En tout cas... Ce que je veux dire, c'est que vous prenez Saturne, mais Jupiter est la planète la plus visible. S'il y avait une tradition, ce serait étonnant qu'elle soit passée par Jupiter plutôt que Saturne. Alors moi, je peux vous répondre d'une manière très simple à ce sujet, monsieur Brémorel. Vous me direz que c'est un argument qui va peut-être pas vous satisfaire, mais voyons-le. La réponse est extrêmement simple, je vous l'ai déjà donnée dès le départ de notre conversation. Ça fonctionne comme ça. Si on n'a qu'à mettre, vous n'avez qu'à y mettre, on peut comparer les systèmes. Moi, je vous dis que le système saturnien fonctionne et existe. Ce n'est pas une affirmation que je fais comme ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Oui, mais vous partez du principe qu'il a été déjà découvert il y a très longtemps. Et il n'a pas été découvert, il a été mis en place. Il n'a pas été découvert. Mis en place, oui. Il n'a pas été découvert. Aussi, il n'a pas été constitué. Non, mais parce que depuis le départ, on est en train de vous dire quelque chose qui est mis en place. Mis en place, mais qui est mis en place de telle façon que, par exemple, imaginons, regardez les pyramides. Les pyramides, elles ont duré. Il y a des tas de choses qui ont été construites et qui n'ont pas duré. Donc, ce qui fait la grande qualité de l'astrologie, c'est que des choses ont duré parce qu'elles ont été construites, non pas sur du sable, comme beaucoup de choses qu'on construit. C'est ça la différence. Si vous construisez une chronologie sur du sable, c'est-à-dire sur des simples conventions mentales, sans aucun rapprochement avec des configurations, des phénomènes célestes, ça ne va pas durer. En revanche, dès lors, vous allez me dire, les pyramides, on aurait pu aussi construire autre chose que les pyramides, on peut discuter individuellement de celle-ci. Mais ce que vous construisez, soit vous construisez sur des choses solides, soit vous construisez sur des choses pas solides, c'est tout. Point final. Maintenant, autre argument, moi je vous dis, avec une méthodologie de la fractalité, où il faut montrer qu'à un moment donné, il y a une multiplication énorme à des tas de niveaux du même concept, là, je vous réponds, c'est cela qui prouvera, au bout du compte, la validité de l'hypothèse. Et de montrer que ça ne fonctionnera pas avec Jupiter. Donc, c'est ce que je vous disais, il faut documenter. Oui. Et donc, vous avez essayé avec Jupiter, ça ne marche pas. Alors, premièrement, de deux choses l'une. Soit vous considérez qu'il y a plusieurs systèmes bon. Soit vous croyez qu'on peut avoir plusieurs cycles, soit vous pensez qu'il y en a un seul. Bon, déjà, effectivement, je pense que épistémologiquement, le fait de dire qu'il peut y avoir plusieurs cycles n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc déjà, moi, ce que je veux, c'est travailler avec des gens qui ne sont peut-être pas forcément d'accord sur le fait que c'est le cycle Saturne, mais qui sont forcément d'accord sur le fait qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, à partir de là... Du moment que c'est un choix, après...
tous mais à se mettre d'accord. non, parce qu'autrement, si on les multiplie, on n'en finit pas. Bon. Donc effectivement, on peut très bien imaginer, puisqu'en effet Jupiter et Saturne sont les deux grands candidats par rapport à ce genre de statut, si on peut dire, eh bien la méthodologie est la même. On définit dans les deux cas la disjonction et la conjonction. On définit dans les deux cas que la méthodologie est fractale, c'est-à-dire qu'on va regarder que pendant la période conjonctionnelle, il va y avoir un très grand nombre de phénomènes à toutes sortes de niveaux, et je veux dire à des milliers d'exemplaires, à des milliers d'exemples pendant la même période de 3 ans et demi. En l'occurrence, ça sera avec Jupiter, ça ne sera pas 3 ans et demi. Et c'est là qu'on touche au problème. C'est que la durée de la phase jupitérienne est trop courte. Elle est bien courte. Est trop courte. Et ça, vous ne l'avez pas dit. Non, je ne l'ai pas dit, mais... Non, mais c'est un argument qui va à l'encontre de l'hypothèse que vous avez proposée. Ah, pas absolument pas. Mais si. Non, moi, je voulais juste faire remarquer que vous aviez choisi un site Oui. sans regarder les autres. Mais alors, je vous Donc, répondrai. que le vôtre marche n'empêche pas que les autres puissent marcher Non, aussi. les autres ne marcheront Il pas. faut encore aller vérifier. Les autres ne marcheront pas pour deux raisons. D'abord parce qu'on est dans le domaine de la numérologie cosmique, ce qu'on vient d'oublier. Or, Saturne comporte des éléments de numérologie cosmique que n'a pas Jupiter, dont un que vous connaissez certainement, qui est celui des rapports avec la Lune, au niveau numérologique. Moi, j'essaie de me mettre dans la... Je n'essaie pas d'inventer, moi, une astrologie en 2010. J'essaie de comprendre comment elle a été élaborée il y a 10 000 ans. C'est pas du tout la même question. Donc, je dis que eux, à l'époque, ils ont trouvé qu'il y avait un rapport évident au niveau numérique entre Saturne et la Lune, n'est-ce pas? Cette semaine, cette année, etc., 30 ans, 30 jours, etc. C'est ça qui les a conduits à préférer Saturne. Et deuxièmement, même troisièmement ou quatrièmement, je peux développer, et dans le cas de Jupiter, comme Jupiter est à peu près 2,5 fois plus rapide que Saturne, on va avoir des phases, même dans le meilleur des cas, on aura des phases, non pas évidemment deux phases de 15 ans, mais deux phases de 6 ans. Et donc, les phénomènes vont se reproduire. Alors, il faudra encore savoir si vous êtes d'accord pour les connecter avec les étoiles fixes. Enfin, il y a aussi un ensemble de conditions. Mais si on remplace simplement, en laissant les choses telles quelles, l'élément Jupiter par l'élément Saturne, ou l'élément Saturne, on peut le faire. On peut effectivement faire une contre-hypothèse, etc. Avec des inconvénients dont je viens de parler notamment, c'est-à-dire que l'extrême rapidité du processus qui ferait que si on reste mutantis dans les mêmes conditions, on aurait des phases, au lieu d'avoir des phases qui durent 3 ans et demi, on aura des phases qui dureront un an ou un an et demi. Bon, c'est pas la peine, parce qu'on a déjà un soleil on a déjà des processus annuels. Si c'est pour faire de l'astro, si on a voulu dépasser le plan annuel, c'est pas pour faire du 1 an et demi ou du 1 an 3/4, monsieur. Bon, donc c'est pas la peine. Avec Saturne, on a véritablement un saut épistémologique. On passe de l'année au 7 ans, tout comme on est passé avec la semaine du jour au 7 jours, avec voilà, etc. C'est ça, c'est le problème de la métrologie, si on peut dire. C'est-à-dire c'est de nouvelles unités de mesure qui changent complètement la civilisation. Oui, mais bon. Alors, il n'empêche qu'on en revient à nos anciens débats, à savoir les conditions d'élaboration de telles observations. Et au niveau mathématique, au niveau technique, au niveau social, je ne vois vraiment pas comment on aurait pu établir les cycles dont vous parlez. Vous dites qu'il y a 10 000 ans, mais il y a 5 000 ans, c'est la même chose. Donc après, quel est le problème? C'est très facile. Ces cycles, ils existaient. Ces observations, on pouvait les faire. Non, parce que Saturne, vous ne l'observez qu'une partie du temps. Vous ne l'observez pas 24 enfin, on n'a pas besoin de l'observer chaque nuit. Donc encore faut-il un modèle. Comment? Encore faut-il un modèle. Et alors? Ça présuppose quand même. On a besoin d'observer Saturne. Quelques mathématiques, quelques notions d'astronomie aussi. Oui. De représentation du ciel. Absolument. Des choses qui sont quand même assez complexes. Oui. À mon avis, mais de toute façon, mais je viens de vous le dire, je vous ai dit que la numérologie cosmique est bien postérieure à l'astrologie. Je vous ai dit clairement. Oui, mais postérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas du tout de la même époque. Elle n'est pas du tout. Je dis 10 000 ans, comment on pourrait dire n'importe quoi. De toute façon, ce point-là, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Moi, je ne parle pas du zodiaque, je ne parle pas de la découverte du zodiaque. Mon système n'est pas zodiacal. Bon. Donc, le moment où on a connu. De toute façon, moi, ça ne me gêne pas. Que vous me disiez qu'on ne pouvait faire ce truc-là qu'en telle année, qu'est-ce que ça peut me foutre? Ça m'est complètement égal. Ça rend juste la chose impossible. Pourquoi? Parce que
à moins de remonter à des époques dont on avait déjà parlé, sur lesquelles on n'a rien, aucun renseignement. Mais je viens de vous dire encore une fois, le résultat, c'est le résultat. Attendez, je comprends pas. C'est le résultat. Si je vous montre que ça fonctionne comme ça, monsieur Rémorel, qu'est-ce que vous pourrez dire? À quelle rigueur ça peut être faisable, mais de là à ce que ça soit social et implanté et transmis, non. Ah bon? Vous préféreriez que ce... Ben, voilà, on en tombe dans... vous savez, vous allez tomber de Caribe dans Scylla. Parce que vous allez être obligé de dire que le système est préexistant, que c'est une structure que le cosmos a générée lui-même, etc., etc. Bon, je peux vous assurer que sur ce plan-là, vous n'êtes pas dans la solidité, je vous garantis. Ah, mais je sais pas de démontrer. Non, mais je veux dire que ce que vous proposez à la place, c'est encore plus branlant. Je veux dire très franchement. Oui, mais ça ne sauve pas l'hypothèse de départ. L'hypothèse de départ, c'est qu'il y a une... De toute façon, il n'y a pas de... Le cosmos n'est pas préstructuré. Il n'est pas préstructuré. Il est structuré par une certaine utilisation qu'on en fait. Maintenant, la seule question est de savoir, c'est le passage de la culture à la nature. Est-ce que quand on préstructure les choses, est-ce que ça se perpétue? Voilà, c'est la seule question. C'est le seul et unique problème. Le seul et unique problème, c'est comment se perpétuent des mises en place structurelles et quelles sont les conditions pour que ça se perpétue. Et ce que nous on vient de parler, c'est ça. Je dis, une des conditions pour lesquelles une des conditions peut-être pas suffisantes mais nécessaires, c'est qu'il faut déjà que ce soit ancré sur des données astronomiques et des données matérielles. Tant que ça reste sur des données qui sont purement mentales et convenues, c'est même pas la peine d'y penser. Oui, moi je pense pas que ce soit fondamentalement différent et nécessaire. Par contre, ce que je vous avais déjà répondu, c'était qu'il fallait que ça parte d'une communauté hyper centralisée, oui, pour que ça puisse s'installer sur un certain laps de temps. Ensuite, il fallait imaginer que la chose puisse se répandre au niveau, on va dire, international, même s'il n'y avait pas de nation. Absolument. Et le problème, c'est que je vois pas comment c'est possible. Quand on voit que certaines parties du monde n'ont jamais communiqué avec d'autres. Ah, ça c'est de plus en plus contesté déjà sur ce point. C'est déjà de plus en plus contesté. Non, mais on parle de contact franc et massif, pas seulement d'un bonhomme qui est allé voir là-bas. Non mais on est d'accord là-dessus, moi ça me gêne pas. Si un jour vous me montrez que les Esquimaux ou que telle catégorie de population n'est pas concernée par mon système, je dirais ok, qu'est-ce que ça m'est complètement égal. Mais si en revanche je peux vous montrer que les problèmes que nous rencontrons en Europe actuellement, on les rencontre aussi bien en Afrique qu'en Chine, etc. Là, le problème se posera. J'ai l'impression que vous êtes complètement dans les... Vous avez des positions de principe. Et aussi, moi, mon travail, je ne sais pas si vous le savez, mon travail, il a commencé par s'établir à partir d'observations concrètes, historiques. Il s'est pas établi au niveau d'une théorie quelconque. J'ai mis énormément de temps avant de relier mes observations avec des modèles, quels qu'ils soient. Bon, donc il faudrait quand même resituer les choses. C'est que la première chose que j'ai comprise, il y a déjà plus de 30 ans, mon cher ami, c'est-à-dire qu'il y avait une alternance de mouvements d'unicité et de multiplicité. Voilà. À partir de là, j'ai essayé... Donc, ça, c'était une observation qui n'était même pas astrologique, à la limite. Et à partir de là, j'ai essayé de voir si ça pouvait se relier, si ça pouvait être fonction d'un phénomène cosmique. Et j'ai mis beaucoup de temps, puisque pendant un certain temps, j'ai pensé que c'était en rapport avec les équinoxes et les solstices. Et puis j'ai mis la barre de plus en plus haut, en disant un phénomène aussi abstrait que les équinoxes et les solstices ne peut pas avoir servi à faire fonctionner ça. En dehors de toute considération sur le plan des résultats, etc. Donc il y a des conditions qui sont... Donc effectivement, de toute façon, les observations, vous savez, moi je ne suis pas seulement un théoricien, je suis un observateur et un historien, donc voilà. Parfois je parle plutôt sur le plan théorique, parfois je parle plutôt sur le plan d'observation, mais l'un n'empêche pas l'autre, de toute façon. Et en vous parlant, alors effectivement, on peut s'arrêter sur un point en disant, par exemple, à un moment donné, oui, mais alors, comment ça s'est perpétué? Parce que, effectivement, le grand problème est là. Comment une loi, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez que le mot nomos ne veut pas dire loi au sens physique du terme. C'est une loi au sens juridique du terme, le mot nomos. Regardez sur Wikipédia, le terme nomos, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas de valeur scientifique. C'est une loi au sens juridique qui est posée dans une société de données. C'est pour ça que le mot astronomia, c'est pas la connaissance du cosmos, mais c'est la loi fondée sur le cosmos. C'est-à-dire c'est une loi dont les incises sont cosmiques. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. La numérologie cosmique est une astronomie. C'est une loi organisationnelle qui est
repérée sur le cosmos. Elle ne prétend pas que le cosmos dise ça. Elle se sert du cosmos pour se fonder et pour se mettre en place. Parce que ce qui nous distingue apparemment, c'est que vous voudriez qu'on dise le cosmos dit ça. Non, je ne dis pas que le cosmos dit ça. À aucun moment je vais dire que le système que je décris est un système qui est inhérent à la logique interne du cosmos. En aucune façon. Ça, c'est ce que dit Nicolas, plus ou moins. Mais c'est pas ce que je dis. Je vous disais que je ne vois absolument pas comment aurait pu se fonder une astrologie, on va dire, de nature conventionnelle, qui serait transmise à travers les générations, etc. Vous me demandez alors qu'est-ce qui pourrait expliquer autrement. Je vous dis bon, ça pourrait être causal. Mais j'ai pas dit que le cosmos disait quoi que ce soit, non. que tout était préexistant, etc. Oh, oui, mais alors à ce moment-là, je ne sais pas ce que vous dites. Si vous dites pas ça, je ne sais pas ce que vous dites. Simplement, ça me rappelle nos vieux débats où je vous avais expliqué que quelque chose qui s'installe, même sur le plan génétique, prend des milliers et des milliers d'années. Oui, mais je crois que là-dessus, je crois qu'on y reviendra. Je crois que, bon, de toute façon, j'ai toujours dit que c'était là le problème. J'ai toujours dit. Oui. J'ai toujours dit que le problème était la question de la transmission génétique des caractères, etc. Et aujourd'hui, si vous lisez les publications scientifiques, vous savez très bien que ça va bouger. Si on rediscute dans 10 ans sur ces questions-là, les objections que vous faites auront sauté. Si vous voulez créer une espèce de barrage fondé sur les connaissances que nous avons actuellement au niveau de la transmission génétique, bon, vous pouvez vous amuser à faire ça, mais c'est un travail d'arrière-garde. On sait très bien qu'effectivement sur ce plan-là, la preuve d'ailleurs, regardez par exemple le cas de Michel Gauquelin. Les travaux de Michel Gauquelin, bon, qui ont un intérêt relatif, mais ils montrent bien. Ce qui est amusant quand on vous écoute, c'est que vous niez tout résultat. Or, il y a des tas de résultats qui montrent que justement il y a transmission. Alors, ça ne montre pas qu'au niveau neurophysiologique on l'a prouvé, ça ne prouve pas qu'au niveau génétique on l'a prouvé, mais on peut l'observer à un certain niveau. Bon. La division que propose Michel Gauquelin, que décrit Michel Gauquelin. Parce que moi, l'autre jour dans un article, je comparais Michel Gauquelin et moi à Christophe Colomb. C'est-à-dire qu'on essaie d'étudier quelque chose, et on découvre autre chose. Michel Gauquelin a voulu étudier quelque chose, ou a montré que ça n'existait pas, il a découvert autre chose qui ne correspond pas forcément à ce que l'astrologie dit, etc. Mais néanmoins, bon, moi de toute façon je refuse d'appuyer ma démonstration sur Gauquelin, mais puisque certaines personnes l'acceptent, j'en profite pour que ça fasse exemple, il est clair que quelque part ça laisse entendre qu'il y a eu une division sociale qui s'est faite sur la base de configuration planétaire, et que cette division sociale, elle n'a pas existé de toute éternité. Gauquelin n'a rien à voir avec ça. Si. Je veux dire, la répartition sociale, le fait qu'il suppose que selon la profession, on est dépendant de telle ou telle planète. C'est pas non plus le résultat qu'il a obtenu. Il ne dépend pas. Il a juste montré et encore. Non mais vous pouvez traduire dépendre, vous pouvez mettre dépendre, vous pouvez mettre 10 mots différents à la place. Non mais la différence c'est qu'il y a 2% d'écart avec le hasard. Je veux dire, c'est pas 95% d'écart. Non mais je suis d'accord. Je vous donne simplement cet exemple. Alors vous pouvez très bien rejeter Gauquelin. Je vous ai dit, vous avez parfaitement le droit, donc je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec Gauquelin. J'ai dit simplement que si on accepte Gauquelin, il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Bon. Maintenant, pour moi, je ne sais même pas très bien d'où ça vient, ces travaux de Gauquelin, et à quoi ça sert. Bon, c'est notre problème. Mais il y a dire qu'aucune des structurations sociales dans lesquelles nous vivons n'a pu être déterminée par les hommes, c'est un peu ce que vous dites. C'est hallucinant. C'est-à-dire que ce qui existe, c'est uniquement des choses qui ont toujours existé. Ce que les hommes ont pu construire, ça n'a aucune valeur. Alors vous mélangez le plan social et le plan physiologique. Non, mais ce que les hommes ont construit sur le plan physiologique n'a aucune vocation à durer. C'est-à-dire que or, jusqu'à preuve du contraire, nous-mêmes, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes héritiers de phénomènes qui étaient différents de ce que nous sommes. Bon, alors comment est-ce que ça s'est transformé et comment ça s'est perpétué? De façon diverse et variée. Bon, eh bien voilà, c'est le même problème. Mais certainement pas de façon autoritaire.